Cette vidéo intègre une collaboration commerciale en fin de vidéo avec Trade Republic, qui s'est donné pour mission de démocratiser l'accès à l'épargne et à l'investissement. On vous en dit plus en fin de vidéo. Ce lundi marque le retour de Donald Trump à la tête des États-Unis et disons les choses, il entend mettre en place énormément de choses dès cette semaine. Mais alors, que compte-t-il faire et quelles vont être ses premières mesures? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti donc pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Bienvenue au passage à tous les nouveaux. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce format, que ce soit sur YouTube ou en podcast audio. Donc merci du fond du cœur pour votre confiance et on va continuer évidemment à faire ce format dans les prochains jours sur l'actualité internationale, mais aussi bien entendu sur l'actualité nationale. Alors 8 ans, jour pour jour, après avoir été investi pour la première fois président des États-Unis en 2017, eh bien une nouvelle cérémonie d'investiture s'est donc tenue ce lundi pour Donald Trump à Washington DC, où il devient donc le 47e président des États-Unis. Bon, je vais parler au passé et au présent en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais il y a environ 25 000 policiers et militaires qui ont été mobilisés pour sécuriser l'événement après une campagne présidentielle qui avait été particulièrement violente ces derniers mois. On en avait parlé plusieurs fois sur la chaîne, Trump avait échappé à 2 tentatives d'assassinat pendant sa campagne au mois de juillet et au mois de septembre. Alors ce lundi, plusieurs dizaines de milliers de personnes étaient donc attendues pour assister à la prestation de serment de Donald Trump, et ce juste après l'investiture aussi de son vice-président qui est donc J.D. Vance, et après les adieux officiels du président sortant Joe Biden et de sa vice-présidente Kamala Harris, eh bien Donald Trump a prévu de signer ses premiers décrets très rapidement. Mais concrètement donc, qu'est-ce qu'il compte mettre en place? Eh bien Donald Trump a prévu de signer près d'une centaine de décrets présidentiels dès son premier jour à la Maison Blanche. C'est un record pour un président. Ces décrets présidentiels, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des décisions qui sont prises donc directement par le président des États-Unis pour orienter la politique ou l'action du gouvernement fédéral, donc à l'échelle de tous les États-Unis, et ce sans avoir à passer par le Congrès, qui est donc l'équivalent du Parlement en France. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, en 2017, il avait signé 32 décrets pendant ses 100 premiers jours à la Maison Blanche. Joe Biden en avait lui aussi signé environ une trentaine, tandis que du côté de Barack Obama, c'était plutôt aux alentours d'une vingtaine. Là donc, vous l'aurez compris, Donald Trump prévoit d'en signer beaucoup plus. Lors d'une interview qu'il avait donnée à Fox News il y a un an, lorsqu'un journaliste lui demandait s'il comptait être un dictateur, Donald Trump avait déclaré en rigolant qu'il ne serait, je cite, dictateur que pour un jour, et ce selon lui afin de mettre en place un certain nombre de mesures. Et donc le premier sujet sur lequel Donald Trump compte agir, c'est la question de l'immigration. Lors de sa campagne présidentielle, on en avait parlé lorsqu'on avait couvert l'un de ses meetings sur place aux États-Unis, il avait assuré que dès qu'il aurait prêté serment, il lancerait, je cite, le plus grand programme d'expulsion de l'histoire américaine, et ce alors que près de 11 millions de personnes résident clandestinement dans le pays. Donald Trump veut notamment déclarer l'état d'urgence à l'échelle nationale et utiliser l'armée pour coordonner des expulsions de personnes en situation illégale. Et l'état d'urgence, c'est donc une mesure qui peut être mise en place face à une crise majeure en théorie pour que le président des États-Unis exerce des pouvoirs exceptionnels. Alors là-dessus, je rentre pas davantage dans les détails aujourd'hui parce que l'idée c'est davantage avec cette vidéo d'avoir un aperçu de ce qu'il compte mettre en place dans les prochains jours. Mais sur ce sujet plus précisément, vous l'imaginez, on aura énormément de choses à voir beaucoup plus en détail dans les prochains jours. Autre mesure, Donald Trump souhaite aussi mettre fin au droit du sol. Le droit du sol, c'est la même chose en France, c'est un principe selon lequel une personne obtient automatiquement la nationalité du pays où elle est née, et ce indépendamment donc de la nationalité de ses parents. Le droit du sol aujourd'hui, il faut savoir qu'il est garanti par la Constitution américaine, donc la norme suprême du pays, et que ça semble compliqué aujourd'hui pour Donald Trump de revenir dessus. De la même façon, les programmes d'expulsion qu'il souhaite mettre en place pourraient être bloqués ou contestés par des recours juridiques. Il faudra donc voir si réellement Donald Trump pourra légalement mettre en place tout ce qu'il évoque ici. Mais encore une fois, on évoquera tout ça beaucoup plus en détail dans les prochains jours. Autre mesure maintenant que Donald Trump réfléchirait à mettre en place dès son arrivée au pouvoir, ce serait le fait de gracier les personnes qui ont été condamnées pour avoir participé à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. C'est donc cette période lorsque des individus avaient envahi le Capitole et donc le Congrès, donc le Parlement américain, dans l'objectif de contester les résultats de la présidentielle de 2020 et d'empêcher l'investiture et l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Là-dessus, on verra donc si c'est quelque chose qu'il met effectivement en place et qu'il fait sortir de prison les personnes qui ont participé à cet assaut. Sur le plan économique maintenant, Donald Trump souhaite imposer des taxes douanières. Fin novembre 2024, il avait annoncé que dès le 20 janvier, il signerait, je cite, tous les documents nécessaires pour imposer au Mexique et
et au Canada des droits de douane de 25% sur tous les produits entrant aux États-Unis. Et dans tout ça, il y a donc ces tensions grandissantes entre les États-Unis et le Canada, et Donald Trump qui met une pression particulièrement accrue sur le Canada. On aura l'occasion là aussi d'en reparler. C'est la 10e fois que je dis ça, mais au moins vous le savez, vous inquiétez pas, on rentrera plus en détail sur chaque sujet dans les prochains jours. Et là aussi, c'est un autre sujet qu'on évoquera. Trump prévoit aussi d'augmenter les droits de douane pour taxer davantage les importations chinoises et européennes. Il pourrait donc y avoir de nombreuses conséquences du côté de la France. Du côté de la question du climat maintenant, le président américain a promis d'annuler immédiatement une mesure qui avait été mise en place par Joe Biden. Joe Biden avait interdit l'exploitation offshore d'hydrocarbures, donc l'extraction de pétrole et de gaz naturel sous la mer qui peut présenter des risques environnementaux. Donald Trump souhaite annuler cette interdiction et donc autoriser l'exploitation offshore d'hydrocarbures, sachant que, je ne vous apprends rien je pense, le pétrole et le gaz naturel sont responsables du changement climatique. Autre mesure que l'on peut noter, ça fait suite à un discours qu'il a tenu dimanche. Donald Trump souhaite, je cite, exclure les transgenres de l'armée et les exclure des écoles primaires, des collèges et des lycées. Fin de citation. Les personnes transgenres, c'est donc les personnes qui ne se reconnaissent pas dans le genre qui leur a été attribué à la naissance. Cette déclaration, qui n'est pas nouvelle du côté de Trump, inquiète fortement les organisations de défense des droits des personnes transgenres. On aura l'occasion d'en reparler. Il souhaite aussi supprimer tout financement fédéral des écoles qui auraient adopté, je cite, la théorie critique de la race. Alors de quoi parle-t-on ici? En fait, c'est une approche académique qui examine comment le racisme est ancré, que ce soit dans les structures sociales, politiques ou encore légales. Enfin, pour terminer, concernant TikTok, là-dessus vous en avez peut-être déjà entendu parler, Donald Trump s'est engagé à prendre un décret pour suspendre la loi qui interdit TikTok aux États-Unis. Il faut savoir que le réseau social chinois est donc de nouveau accessible depuis ce lundi aux États-Unis après une suspension de quelques heures dimanche. Là, il a donc annulé l'interdiction en quelque sorte, ou en tout cas il l'a mise en pause. Il a proposé que la branche américaine du réseau appartienne à 50% aux États-Unis. Et ce qu'on peut noter, c'est que ByteDance, qui détient donc TikTok, a annoncé que, elle allait travailler avec le président Trump à une solution de long terme pour maintenir TikTok aux États-Unis. On ne sait pas quelle forme ça va prendre. Là aussi, évidemment, je vous tiendrai au courant. Mais en attendant, donc, TikTok reste accessible pour le moment aux États-Unis. Alors, vous l'avez compris, Trump compte agir rapidement sur plusieurs fronts, mais il peut pas, non plus tout faire. Et notamment, il peut pas mettre en place des décrets qui iraient à l'encontre de la Constitution, autrement dit donc de la norme suprême du pays. Et typiquement sur le droit du sol, aujourd'hui, ça paraît compliqué. De la même façon, il est possible pour l'opposition de contester en justice les décrets qu'il aurait pris pour les faire examiner donc par des tribunaux, voire même d'ailleurs par la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays. Alors si vous avez regardé notre vidéo sur la chaîne YouTube des grands formats ce week-end, vous savez que la Cour suprême est davantage du côté de Donald Trump aujourd'hui, mais donc il faut bien comprendre qu'il y a des recours qui sont possibles sur un certain nombre de mesures que Trump pourrait mettre en place dans les prochains jours. Je vous mets des liens en tout cas en description pour en savoir plus. Je le disais, si vous voulez plus d'informations sur ce qui se passe aux États-Unis et pourquoi est-ce que dans la configuration actuelle, Donald Trump a des pouvoirs plus étendus que jamais, je vous renvoie à notre chaîne dédiée au grand format. Merci au passage pour tous vos retours sur cette vidéo. C'est une vidéo, on a pris le temps pendant une vingtaine de minutes de creuser ce sujet-là et j'ai l'impression que ça vous plaît, donc on aura l'occasion de multiplier ce format en plus des interviews sur d'autres sujets dans les prochains jours. Le lien est en description pour tous ceux évidemment qui ne sont pas encore abonnés. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après avec le flashback du jour. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. 3 otages israéliennes qui étaient retenues en captivité depuis 471 jours par le Hamas dans la bande de Gaza ont été libérées ce dimanche, quelques heures après l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Il s'agit d'Emily Damari, Doron Steinbrecher et Romy Gonen qui ont pu retrouver le reste de leurs proches à l'hôpital Sheba situé près de Tel Aviv, qui a indiqué que leur état était stable. La prochaine libération devrait avoir lieu ce samedi 25 janvier selon un haut responsable du Hamas. De son côté, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a indiqué que la France n'avait aucune nouvelle des 2 otages français encore retenus à Gaza. Ces 2 otages font partie de la liste des 33 otages libérables sous les 40 jours qui viennent. Toujours dans le cadre de la première phase de l'accord de trêve avec le Hamas, Israël a annoncé à son tour avoir libéré 90 prisonniers palestiniens de la prison militaire d'Ofer, située dans le territoire palestinien de Cisjordanie, occupé par Israël, et d'un centre de détention à Jérusalem. Au total, 1900 Palestiniens doivent être libérés au cours des 42 prochains jours de cessez-le-feu. A noter que le Premier ministre
ministre israélien Benjamin Netanyahou a averti qu'il s'agissait, je cite, d'un cessez-le-feu provisoire et qu'Israël se gardait le droit de reprendre la guerre si besoin et avec le soutien des États-Unis. Deuxième actu à Mayotte, un département d'outre-mer français, les enseignants ont fait leur rentrée scolaire ce lundi, 5 semaines après le passage dévastateur du cyclone Chido qui a fait au moins 39 morts selon le bilan officiel et 1 semaine après le passage de la tempête Diki-Ledi. Faut savoir que cette date de reprise, elle avait déjà été décalée en raison du passage de la tempête Diki-Ledi, mais plusieurs syndicats s'opposent toujours à cette rentrée en raison de l'état actuel de certains établissements scolaires. Selon le recteur de Mayotte, sur 221 écoles administratives, 39 sont en incapacité de fonctionner. En tout cas, la rentrée des élèves est prévue à partir du 27 janvier, selon la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. Sinon, concernant la situation plus globale à Mayotte, un cas de choléra a été détecté selon l'Agence régionale de santé. Le choléra, c'est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée. Le patient en question serait arrivé par avion sur Mayotte quelques heures avant la détection de la maladie en provenance d'Afrique continentale. Troisième actu aux États-Unis, la ville de Los Angeles s'attend à de nouveaux vents violents ce lundi alors qu'elle est touchée par des incendies dévastateurs depuis bientôt 2 semaines qui ont fait au moins 27 morts selon un dernier bilan. Alors il y a eu une légère accalmie ce week-end, les 2 feux principaux qui ont détruit 16 000 hectares ont été contenus à 50% selon les autorités, ce qui avait permis de lever plusieurs ordres d'évacuation dans certains quartiers. Mais les services météorologiques américains ont prévu des rafales allant jusqu'à 130 km/h ce lundi. En fait, les vents, ils transportent les flammes, les braises et les étincelles sur de longues distances, ce qui peut allumer de nouveaux foyers et ce qui rend surtout les incendies plus difficiles à contenir. De son côté, le gouverneur de Californie a déclaré qu'il espérait que ce serait le dernier épisode similaire. En tout cas, le président américain élu Donald Trump a indiqué qu'il se rendrait sur place ce vendredi. Quatrième actu, Yannick Jadot, sénateur écologiste de Paris et ex-candidat à la présidentielle de 2022, a annoncé ce lundi sa candidature à la mairie de Paris pour succéder à Anne Hidalgo en 2026 dans une interview aux Parisiens. Anne Hidalgo, qui est la maire socialiste de la capitale, avait annoncé déjà en novembre qu'elle ne se représenterait pas. Alors Yannick Jadot a indiqué vouloir que le prochain maire de Paris soit écologiste. Il a également appelé à un rassemblement des écologistes et de la gauche en se proposant pour porter ce rassemblement, je cite, face à Rachida Dati, la ministre de la Culture actuelle, qui a également annoncé sa candidature à la mairie de Paris il y a quelques jours. Il faut savoir qu'actuellement, il y a 3 candidats à gauche, le député Emmanuel Grégoire et le sénateur Rémi Féraud, tous 2 membres du Parti socialiste, ainsi que Yann Brossa, sénateur communiste de Paris. Au sujet de Rachida Dati, il a déclaré qu'elle pouvait unir la droite, en affirmant notamment qu'il s'agissait, je cite, d'une droite qui s'inspire directement de l'extrême droite. Cinquième actu, en France, les femmes sont plus féministes et les hommes plus masculinistes, surtout chez les jeunes. C'est la conclusion du rapport annuel sur l'état du sexisme en France, publié par le Haut Conseil à l'égalité ce lundi. Le HCE a indiqué constater une polarisation croissante, c'est-à-dire que les différences d'opinion se creusent de plus en plus entre des femmes donc plus féministes et des hommes sensibles à des discours jugés masculinistes. Selon le rapport, 6 Français sur 10 estiment qu'il est difficile d'être une femme. C'est le cas de 86% des femmes de 25 à 34 ans et de 66% des jeunes hommes. Pour autant, un quart des Français et 45% des hommes de moins de 35 ans estiment qu'il est difficile d'être un homme. Et on finit avec cette actu, le marathon caritatif Stream for Humanity, organisé par Amine Mathieu du 17 au 19 janvier sur Twitch, a récolté plus de 3,4 millions d'euros selon les organisateurs. Les dons seront ensuite reversés à l'ONG Médecins sans frontières. Ce live, il avait pour objectif de récolter des fonds pour aider les victimes de conflits armés, notamment en Palestine, au Congo, au Soudan et au Liban. Squeezie, Michou ou encore Inoxtag faisaient partie des 26 streamers qui ont participé à l'événement. Sinon, l'organisation a précisé sur X que même si le live est terminé, les dons, eux, restent ouverts. Merci beaucoup Blanche. Alors le flashback du jour, c'est le suivant. Il y a 39 ans, le 20 janvier 1986, le président français François Mitterrand et la première ministre britannique de l'époque, Margaret Thatcher, décidaient de la construction de 2 tunnels ferroviaires sous la Manche pour relier donc le Royaume-Uni et la France. C'est le tunnel sous la mer le plus long au monde. Il a été inauguré un peu plus tardivement quand même, le 6 mai 1994 par François Mitterrand et la reine Elisabeth II. C'est ces tunnels aujourd'hui qui vous permettent d'aller en Angleterre, aujourd'hui soit en Eurostar, soit en Eurotunnel, si vous prenez par exemple votre voiture. Du coup, on vous le disait au début, mais cette vidéo intègre une collaboration commerciale avec Trade Republic, une banque qui s'est donnée pour mission de démocratiser l'accès à l'épargne et à l'investissement. Pour ça, elle propose plusieurs solutions innovantes. Tout d'abord, c'est la seule banque qui permet d'avoir un compte courant français rémunéré au taux de la Banque Centrale Européenne sans condition. Donc au lieu que votre argent ne vous rapporte rien sur votre compte courant, vous touchez 3% d'intérêt brut annuel payé tous les mois. Et en plus, elle vient d'annoncer le lancement de son plan d'épargne en action, appelé aussi PEA. En fait, c'est un compte d'investissement agréé par l'État qui permet d'investir en bourse et qui a été conçu spécialement pour encourager à épargner dans des actions d'entreprises françaises et européennes à long terme. Et l'avantage, c'est que vos gains sont exonérés d'impôts après 5 ans, mais il
il reste soumis aux prélèvements sociaux. À noter que tout investissement comporte des risques de perte du capital investi. Alors si vous voulez en savoir plus sur Trade Republic, le lien est en description. Voilà donc pour les actualités aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, mais c'est pas encore le cas. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.